Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 16 décembre 2021, vous êtes bien sûr à l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Au sommaire de cette émission, un sujet de campagne dans À l'air libre ce soir, le nucléaire. Emmanuel Macron veut le relancer, tout comme Valérie Pécresse chez LR ou Fabien Roussel au PCF. En revanche, Yannick Jadot pour OLV ou Jean-Luc Mélenchon pour LFI veulent en sortir plus ou moins rapidement. Un sujet de campagne donc, mais est-ce suffisant? Ce n'est pas l'avis de la Commission nationale du débat public, sa présidente Chantal Joanneau est notre invitée. Et pour cette dernière émission, avant la pause, n'oubliez pas, nous ne vivons que grâce à vos abonnements. Nos offres du mois de décembre s'affichent ci-dessous, profitez-en et n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube À l'air libre. C'est parti. Bonsoir Chantal Joanneau. Bonsoir. Vous avez été secrétaire d'État chargée de l'environnement puis ministre des Sports lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Vous avez été sénatrice et en 2017, vous avez annoncé vous retirer de la vie politique. Vous êtes devenue quelques mois plus tard, en mars 2018, présidente de la Commission nationale du débat public. Alors déjà, en quelques mots, c'est quoi la Commission nationale du débat public et à quoi elle sert? Alors à quoi ça sert d'abord? C'est une autorité indépendante, ça veut dire que les membres sont inamovibles et ils n'ont aucun lien de dépendance avec le gouvernement, qui est chargée de défendre le droit de toutes les personnes à être informées d'une part, et d'autre part à pouvoir débattre et peser sur les décisions qui concernent des projets qui touchent leur environnement. Donc ça peut être, je ne sais pas, des lignes ferroviaires, des industries et des centrales nucléaires, bien évidemment. D'accord, ok. Alors, centrale nucléaire, on y vient justement, puisque vous êtes invité ce soir parce que la CNDP a émis le 1er décembre un avis sobrement intitulé « Débat public sur le nucléaire ». Dans cet avis, la CNDP constate qu'une relance de l'énergie nucléaire en France représente un choix démocratique majeur engageant les générations futures. Elle souligne que le public n'a jamais pu être pleinement associé à ces choix énergétiques majeurs concernant l'énergie nucléaire. Enfin, elle recommande qu'un débat public de programmation relatif à l'énergie nucléaire ait lieu et que ce débat se tienne avant toute procédure de participation du public sur les projets de création d'une installation nucléaire de base. Alors cet avis, Chantal Joanneau, il ne vient pas de nulle part, car de fait, si Emmanuel Macron a fermé la centrale de Fessenheim durant son quinquennat, il a annoncé récemment, 2 fois de suite, une relance du nucléaire en France. C'était d'abord le 12 octobre dernier, lors de la présentation de la stratégie France 2030. On l'écoute. L'objectif numéro 1, c'est faire émerger en France, d'ici 2030, des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. J'aurai l'occasion de revenir dans les semaines qui viennent sur l'opportunité de construire de nouveaux réacteurs et sur la stratégie. On sait qu'on continuera à avoir besoin de cette technologie. Et au fond, on doit traiter 2 sujets clés. Améliorer toujours et encore la sûreté en baissant les coûts et réduire les déchets, qui est un point clé quand on parle du nucléaire. Puis rebelote le 9 novembre dernier lors de son adresse aux Français. Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Alors, Emmanuel Macron dit « nous allons relancer le nucléaire ». Il ne dit pas « on va débattre de savoir s'il faut relancer le nucléaire ». C'est pour ça que vous avez fait cet avis? Oui, parce qu'en fait, si on relance effectivement le nucléaire, on va être, nous, obligatoirement saisis des projets de réacteurs nucléaires. C'est une obligation, c'est fixé par le Code de l'environnement. Et nous, ce qu'on dit, mais si on commence à débattre projet par projet, il manque quand même un échelon pour les Français, c'est de savoir, c'est quoi la place du nucléaire dans l'ensemble de la politique énergétique française. Est-ce qu'on en a besoin? Quel type de nucléaire? Sous quelles conditions? Et après, on pourra débattre projet par projet. Si on n'a pas cette étape-là, préalable, qu'est-ce qui va se passer? Sur le premier projet, tout le monde va venir nous dire « Attendez, il manque quelque chose, on n'a pas pris les bonnes décisions et nous, on veut débattre de la politique énergétique. » Et ce débat-là, il n'a jamais eu lieu. Nous, ça fait 25 ans qu'on existe. On a fait le premier débat public sur les questions nucléaires il y a 17 ans. Jamais on a pu mettre en débat, effectivement, la politique du nucléaire et la place du nucléaire dans la politique énergétique. Quand vous dites que vous n'avez jamais pu le mettre en débat, ça veut dire que ça émerge quand même des gens qui participent à ces débats? Systématiquement. D'accord, ok. Oui, systématiquement. On a fait 8 débats publics de concertation, donc ça fait grosso modo plus de 45 000 personnes qui se sont exprimées dans tous ces débats. À chaque fois, c'était sur des projets. Et à chaque fois, les personnes nous ont dit « Mais est-ce qu'on est bien sûr
d'avoir besoin du nucléaire. Et d'ailleurs, c'était marrant, entre guillemets, dans le débat public sur le projet de Flamanville, il y a l'association FNE qui a demandé une expertise complémentaire sur ce France Nature Environnement, l'association environnementale, qui est la première confédération en France, et qui avait demandé une expertise sur ce sujet, qui est quels sont nos besoins énergétiques, et en fonction de ces besoins, quels sont les différents scénarios, est-ce qu'on a besoin de ce futur EPR, à l'époque c'était Flamanville. Ils ont déduit qu'on n'en avait pas besoin et donc ils ont demandé un moratoire. Donc vous voyez, c'est la question qui revient à chaque fois et c'est normal d'ailleurs que les Français aient envie d'abord de savoir de quoi on a besoin avant de savoir si on fait des EPR ou autre chose d'ailleurs comme type de réacteur nucléaire. Est-ce qu'il y a eu des suites à cet avis? Alors je sais qu'il date d'il y a quelques jours, mais qu'est-ce que vous attendez de la part de l'exécutif qui prenne acte? Comment ça peut marcher? Il n'y a pas eu de suite pour autant. Ce que je constate, c'est qu'on n'est pas les seuls à le dire. Il y a quand même, outre les associations environnementales, il y a une note de la Cour des comptes là, de novembre qui est extrêmement intéressante et qui dit qu'il y a un impératif de débat démocratique sur la place du nucléaire, que ça doit avoir lieu forcément entre 2022 et 2027, forcément, parce qu'on a des grands choix à faire. C'est-à-dire que même si demain, on se dit collectivement, on garde un objectif de 50% de part de nucléaire, c'est l'objectif qui a été fixé par la loi, de part de nucléaire dans notre mix électrique en 2035, de toute façon, il va falloir construire des EPR. De toute façon, on a un parc de réacteurs qui est vieillissant, donc il faut mettre en débat aussi, est-ce qu'on prolonge leur durée de vie ou pas? Donc il y a quand même d'énormes sujets et il y a des enjeux financiers majeurs, pas simplement pour EDF, mais pour les Français, parce que la Cour des comptes le dit très clairement. EDF ne pourra pas payer seul la construction de nouveaux réacteurs. Donc c'est un énorme sujet de débat de société, c'est plus qu'un débat qui concerne EDF. Mais est-ce qu'on ne risque pas de vous dire, ce débat il va avoir lieu pendant la campagne présidentielle par exemple? Une campagne présidentielle, ça reste un moment ultra politique pour en avoir fait quelques-unes. Je connais bien les campagnes présidentielles. C'est passionnant, c'est génial, mais c'est très politique. C'est pas nécessairement le moment, c'est le moment où les candidats s'expriment. C'est pas le moment où les Français s'expriment. Un vrai débat public, c'est l'inverse. C'est un moment où vous donnez les clés aux Françaises et aux Français, vous leur dites, écoutez, allez-y, servez-vous, organisez votre propre débat. Dites-nous ce que vous pensez de la politique nucléaire. C'est un moment où on inverse les rôles, où le décideur s'assied dans la salle et c'est lui qui écoute les Français. Donc c'est ce débat nous qu'on veut. C'est pas l'inverse. C'est pas un débat où on va dire aux Français voilà ce qu'on pense pour vous pour l'avenir. Donc la campagne présidentielle c'est un moment important. Pour autant, elle ne suffira pas à résoudre la question. Surtout que c'est un sujet. Ça fait 17 ans. C'est ultra conflictuel. C'est ultra conflictuel. Il y a pas un débat qui se déroule facilement. Il faut toujours donner énormément de gages. C'est un énorme sujet de défiance parce que le nucléaire a toujours été décidé sans justement les Françaises et les Français. Ça a été le plan Messmer. Mais dans tous les autres débats publics qu'on a eus, on a eu cette question de manière récurrente. En général, les projets étaient décidés avant le débat public. Ouais. Donc les gens nous disaient, mais c'est un débat de façade finalement. D'accord. Vous ne pouvez pas vous auto-saisir pour organiser un débat. Donc qui pourrait vous saisir en fait ? Qui peut nous saisir ? Le gouvernement. Sur la question d'une politique énergétique, le gouvernement. Il peut le faire puisque c'est prévu par la loi. Ça peut être aussi 60 députés ou 60 sénateurs, puisque c'est quand même une réforme de politique générale et que le Code de l'environnement permet aussi à 60 députés ou 60 sénateurs de nous saisir. Mais par contre, évidemment, comme tout débat, ça a un coût. Et là, il faudrait que le gouvernement ou une institution puisse le payer. Parce que nous, on n'a pas de budget propre pour le faire. D'accord, parce qu'en fait, oui, il faudrait... comment concrètement ça pourrait s'organiser ? Puisque ce sera un débat à l'échelon national, du coup. Alors, c'est un débat à l'échelon national. Je vais vous prendre un exemple. On a fait en débat à l'échelon national le débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a eu lieu en 2018. Donc là, on fait des débats, on a organisé des réunions partout en France, dans les différentes régions. Un débat comme ça coûte... au bas mot, entre 1 million et 2 millions d'euros si on veut faire les choses proprement, si on veut vraiment donner aux Françaises et aux Français les moyens de s'exprimer. Si on veut le bâcler, si on veut faire semblant, on fait un site internet avec une consultation numérique. Donc vous ne savez absolument pas comment sont comptés les avis et comment ils sont organisés, mais si vous voulez faire les choses proprement, effectivement, il faut quand même un minimum de budget.
Alors, sur le site de la Commission nationale du débat public, il est indiqué qu'en 25 ans, la CNDP a organisé 101 débats publics, que 3 projets ont été abandonnés à l'issue du débat public, 58% ont été modifiés dans leur conception et leurs grandes caractéristiques, et tous les autres projets ont vu leurs modalités de gouvernance totalement remaniées. Quel bilan vous tirez un peu de comment fonctionne la CNDP, et est-ce qu'il y a des améliorations possibles? Il y a toujours des améliorations possibles, oui, ça c'est clair. Il y a toujours des améliorations. Là, on travaille énormément justement pour aller mobiliser plus, toujours, mais surtout aller chercher des publics les plus éloignés. On travaille avec des associations qui sont en contact avec des publics très précaires pour savoir justement comment encore se rendre plus accessible et plus disponible. Parce que si on fonctionne qu'avec des dossiers énormes où il faut avoir fait Polytechnique pour les comprendre, ça ne sert à rien. Donc ça, oui, il y a des améliorations. Le bilan que j'en fais, c'est que ce qui est sûr, c'est que si on n'écoute pas le public, ça se passe mal. Ça, c'est une garantie absolue. Dans un débat public, c'est un débat, ça se passe toujours très tôt dans la vie d'un projet, vraiment au moment où on peut encore y renoncer. Et on voit très vite les grands sujets de clivage, qui peuvent être l'environnement, les aspects économiques, la sûreté. Et si ces aspects-là ne sont pas traités rapidement par le responsable, il n'y a aucune chance que son projet voie le jour. Parce que ça, c'est les statistiques que je vous ai données, mais ce qui est intéressant, c'est que 25 ans après, on regarde sur nos 100 projets, alors il faut retirer les 3 qui ont été abandonnés directement, qu'est-ce qu'il est advenu? Il y en a que 10 qui sont sortis de terre. Que 10. Il y en a presque une vingtaine qui ont été abandonnés ensuite dans le temps, parce que justement, soit il y a eu des problèmes de financement, soit ces questions n'ont pas été traitées. Et tout le reste, ils sont dans un magma de non-décision ou de report de décision, de changement de majorité. D'accord, ok. Donc oui, en fait, quand un projet arrive en débat public, après, c'est pas forcément, il ne sort pas forcément. Non. Après, en fait, il va, si le maître d'ouvrage dit OK, d'accord, je poursuis mon projet, finalement, il répond à un besoin, il va devoir mener toutes ses études, il va devoir obtenir les autorisations. Et ensuite, il y aura l'enquête publique et le go pour lancer la construction du projet. Comme on parle, nous, de projets qui font plus 150, plus de 300 millions d'euros en général, on parle de projets qui ont une vie administrative relativement longue. Donc vraiment, ça fonctionne, le débat public, mais ça fonctionne si les responsables jouent le jeu, s'ils sont sincères. S'ils ne font pas ça pour juste cocher une case ou faire semblant de faire du débat public, mais s'ils sont prêts à partager un bout de décision. Et on a des responsables avec qui ça se passe super bien. On a des maîtres d'ouvrage qui jouent vraiment le jeu. Et là, on a un débat constructif. Et quand vous parlez de débat constructif, vous entendez quoi? En fait, ça veut dire que le maître d'ouvrage prend en compte des critiques, mais par exemple, quelqu'un qui s'oppose, il ne va pas prendre en compte son opposition complètement. Enfin... Il y a toujours des pour et des contre. Il y a toujours des conflits. Il y a toujours des personnes qui seront contre. Et c'est normal. C'est la démocratie. Vouloir que le débat public aboutisse à un consensus, c'est un non-sens démocratique. Donc oui, il y aura toujours des pour et il y aura toujours des contre. Mais par contre, il y a quand même une grande partie du public qui va s'exprimer sur certains sujets, qui va demander des garanties sur des aspects sanitaires ou environnementaux. Et donc, un débat qui se passe bien, c'est un maître d'ouvrage qui dit d'accord, je vais changer mon projet, je vais le faire évoluer. Et peut-être même d'ailleurs qui va associer le public à la rédaction, par exemple, du cahier des charges de son projet. Donc, qui est vraiment prêt à donner un bout de pouvoir au public. D'accord, ok. Je voudrais qu'on prenne un exemple, le débat public sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Alors, ce débat public a eu lieu du 17 avril au 25 septembre 2019. Dans le bilan qui en a été tiré par la CNDP, il est indiqué que 68 250 documents d'information ont été diffusés, qu'il y a eu 28 820 visites du site internet du débat, avec 12 101 fichiers téléchargés, les chiffres sont très précis, et que 22 réunions se sont tenues à travers la France. Le même bilan indique qu'il y a eu 3 400 participants aux réunions publiques, 443 avis, 86 questions, 62 cahiers d'acteurs et 3 043 messages. C'est pas si énorme quand même. Non, c'est jamais. Mais c'est normal, c'est jamais énorme. Pourquoi? Parce que là, on parle d'un plan. Vous-même, vous avez eu du mal à en prononcer le titre. Oui, pourtant, c'est important. C'est hyper important. Voilà, mais on parle de la gestion des déchets radioactifs. Donc, c'est vraiment très technique. Et donc, c'est normal qu'on ait perdu du monde. Mais c'est aussi pour ça que je vous dis que nous, on travaille pour améliorer encore notre échelle de mobilisation. Et l'autre sujet, c'est qu'on travaille avec des moyens hyper limités. Enfin, nous, à la Commission nationale, on a 125 procédures en cours. L'équipe permanente, c'est 13 personnes. Donc, on fait ce qu'on peut. Y a ça aussi. C'est-à-dire que le jour où on voudra vraiment donner les moyens au débat public en France, on pourra faire beaucoup mieux.
Alors justement, c'était ma question d'après, il manque quoi en fait? Alors j'ai bien compris qu'il manque des moyens, mais il manque quoi pour qu'un débat public soit réellement public en France? Il manque, alors... Vraiment, je reprends sur la gestion des déchets, des matières et des déchets radioactifs. On entend beaucoup parler là, justement. Enfin, c'est un des principaux arguments. Il y a 2 points. Je pense qu'il y a 2 points. En toute transparence. Le premier, nous, il faut qu'on s'améliore sur ce qu'on va appeler l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rende tous les documents beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus accessibles. Je vous disais qu'on travaillait avec des associations qui sont en contact avec des publics précaires. Et il y a une personne qui a utilisé un mot, on parlait avec elle, on présentait un dossier, elle nous a dit « Mais pourquoi vous utilisez des mots chimiques ?» Voilà, on n'est pas compréhensible, on a l'impression de l'être, mais nous, on doit vraiment s'améliorer dans ce domaine-là. Et puis par ailleurs, effectivement, le problème, c'est quels moyens vous mettez dans un débat public. Un vrai gros débat public, si vous voulez vraiment que la population s'en saisisse, il faut des relais médiatiques énormes, des achats d'espace, et ça coûte une fortune, ça on le sait. Donc ça dépend aussi de la volonté qu'ont les pouvoirs publics de réellement mettre un débat sur la place publique. À l'inverse, vous voyez, un débat comme la programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'on a vraiment réussi à faire reprendre par différents territoires qui ont eux-mêmes organisé des débats. On a eu 10 000 personnes qui ont participé. Donc on a eu plus de couverture. Et ça, pour vous, c'est un bon chiffre, 10 000 personnes? C'est un meilleur chiffre, parce que les personnes qui participent, c'est pas des personnes qui cliquent en disant like ou le pouce en bas, c'est pas des personnes qui disent oui, non, c'est des personnes qui participent en avançant des arguments, parce que nous, on ne demande pas est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre. On leur demande pourquoi. Dites-nous, développez vos arguments, pourquoi est-ce que vous êtes pour, pourquoi est-ce que vous êtes contre. D'ailleurs, c'est intéressant, sur un même projet, vous pouvez avoir des pour, mais pour des raisons radicalement opposées. Et c'est cette élévation du débat, c'est cette possibilité de vraiment argumenter qui va permettre d'apporter une énorme richesse qualitative. Donc une contribution, ce qui est compté comme contribution chez nous, c'est pas 2 mots, c'est pas 3 mots. C'est une rédaction complète d'un avis sur pourquoi je suis pour et pourquoi je suis contre. Alors Chantal Joanneau, je suppose que les maîtres d'ouvrage, vous êtes en discussion un peu constante avec eux pendant le débat et même après. Est-ce qu'il est arrivé que des maîtres d'ouvrage viennent vous voir et vous disent en fait, il y avait vraiment des aspects que je n'avais pas vus et grâce au débat public, j'ai pris conscience de ça, je vais améliorer ça et tout ça? Oui. Ça arrive alors souvent avec les maîtres d'ouvrage qui ont une vraie habitude du débat public, ceux avec qui on travaille depuis des années, comme SNCF Réseau, comme même EDF d'ailleurs, avec qui on travaille depuis des années et qui viennent au débat public, déjà en étant capables de renoncer à leur projet, ensuite avec différents scénarios. Mais même avec d'autres maîtres d'ouvrage, on a travaillé par exemple avec Île-de-France Mobilité, ils nous avaient présenté un projet de tramway. Et dans leur projet de tramway, ils ne voulaient pas passer par un quartier, ils ne voulaient pas avoir une station dans ce quartier. Et grâce au débat, ils ont compris qu'en fait, s'ils ne faisaient pas ça, il n'y avait aucune possibilité que leur projet voie le jour, parce que c'était vraiment un casus belli pour les habitants du quartier concerné. Donc oui, on arrive vraiment à faire évoluer les projets parce que le maître d'ouvrage est réceptif, parce qu'il comprend que c'est dans son intérêt même d'être à l'écoute. Dans le même bilan que j'ai cité précédemment, le bilan qui a été dressé sur le débat public, je le redis, sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, il est indiqué que, je cite, « La mobilisation des relais de diffusion de ce débat a été difficile dans un contexte post-grand débat national où le public ne comprenait pas cette nouvelle sollicitation ». Alors pour rappel, le grand débat national, ça avait été lancé par Emmanuel Macron lors de la crise des Gilets jaunes, un grand débat auquel la CNDP n'avait pas participé. Non, on avait refusé d'y participer. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que... Rappelez-nous, parce que ça a été effectivement un sacré épisode. On avait été sollicité d'abord pour le préparer et voire pour l'organiser. Donc on l'a préparé, on a proposé des méthodes. Par contre, on leur a dit, nous, on est une autorité indépendante, donc si on l'organise, c'est en toute indépendance. En d'autres termes, c'est pas pour que le bilan qu'on réalisera soit relu et corrigé à l'Élysée. Comme on n'a jamais obtenu de garantie sur ce point, ce qui a donné lieu d'ailleurs à quelques bras de fer, on a dit qu'on ne tiendrait pas ce grand débat. Si c'est une démarche politique, très bien, il n'y a aucun problème. Et si le gouvernement veut l'organiser lui-même, il n'y a aucun problème. Mais il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Et du coup, vous avez pensé quoi du grand débat? Du coup, j'ai pensé quoi du grand débat? Que c'était une occasion ratée. Que, en fait, il y a eu une incompréhension sur cette crise des Gilets jaunes qui, au départ, était vraiment une main tendue. Nous, on a fait une analyse, justement, pour proposer une préparation du débat. On a fait une analyse de tous les mails qui avaient été envoyés, qui étaient signés Gilets jaunes.
tous ces mails étaient extrêmement... c'était des mains tendues à chaque fois. On a un problème collectif, on voudrait vous aider à apporter une réponse. Nous, on a des idées et on aimerait bien que vous nous écoutiez. C'était vraiment... Tous étaient sur le même thème. Et la réponse a été, ok, très bien, on va vous écouter, mais dans un climat un peu de défiance ou dans un climat où finalement, c'est pas le public qui a parlé. Il y a eu un jeu de questions-réponses, mais on n'a pas vraiment entendu le public. Et ce qui manque, c'est justement ça, quoi, ce temps où les décideurs sont assis, où ils écoutent le public, où ils lui répondent, mais où vraiment il y a une démarche de sincérité dans la prise en considération de la parole du public. Et ça s'est vu parce que finalement, les données du grand débat, c'est-à-dire la donnée brute, l'accès au cahier de doléances, à l'ensemble des données, non, ça n'a jamais été accessible. Ouais. On n'a jamais pu l'analyser vraiment. On ne sait pas quelles sont les conclusions du grand débat en réalité. La seule conclusion qui en a été tirée, c'était la conférence citoyenne sur le climat. Une démarche hyper intéressante, mais qui laissait à penser que le problème, c'était l'environnement. Or, le problème, c'était d'abord un problème de justice sociale. Et je trouve que c'était... Alors, nous, on l'a d'autant plus mal vécu qu'on avait fait juste avant le fameux débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et ce débat s'est terminé donc en 2018. Les conclusions, c'était en juin 2018. Et le président du débat public, lors des conclusions, avait dit « Il y a un énorme sentiment d'injustice sociale face à la transition énergétique, qui est jugée comme une transition pour bobo. Et par conséquent, il avait utilisé ces termes, il y a un risque de jacquerie fiscale imminente. » Il l'avait dit. Et vous voyez, ils n'en ont pas tenu compte. Donc c'est ce grand débat, je pense qu'on aurait pu en faire une vraie démarche de démocratie participative, beaucoup plus riche. Maintenant, ça a eu le mérite d'exister. Maintenant, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont prêtées à l'exercice. Voilà, et espérons que l'objectif n'était pas de retarder les décisions. Alors, vous l'avez dit, le grand débat a abouti à la Convention citoyenne sur le climat. Et puis, elle a beaucoup travaillé. Enfin, pour l'avoir suivi de près, elle a énormément travaillé. Pour le coup, c'était vraiment la voix des citoyens. Et puis, finalement, politiquement après, ça a été diversement repris. Enfin, tout a été un peu amoindri et tout ça. Tout ça, ça fait un peu un climat de défiance aussi entre les citoyens et la politique. Est-ce que vous la voyez aussi, cette défiance, en fait, ce manque de confiance dans la parole politique ou même la parole publique de manière plus large dans les débats que vous organisez ? On la voit parce que nous, on nous demande toujours est-ce que les règles du jeu sont claires ? C'est comment vous nous garantissez que notre parole, elle va être prise en compte dans la décision ? Alors pour nous, c'est facile parce que la loi oblige le décideur à répondre publiquement et par écrit à l'ensemble des recommandations et des questions. Donc on leur dit, nous, on a entre guillemets la protection de la loi. Mais cette garantie-là, c'est vraiment la garantie absolue. On ne peut pas s'engager dans une participation du public si d'abord on ne lui a pas dit pourquoi. Si c'est pour partager un bout de décision ou si c'est simplement pour le consulter, on verra bien ce qu'on en fait après. Donc sur la conférence citoyenne pour le climat, il y avait un engagement extrêmement fort, qui était de dire on va transmettre sans filtre, qui était un engagement assez courageux. Et effectivement, le problème, c'est que si on ne le fait pas, le coup d'après, ça marche pas. Les gens vont nous dire non mais c'est un débat tronqué, on sait très très bien que vous n'allez pas nous écouter. Et nous, ça, par exemple, si on revient à la question du nucléaire, on l'a vu à plusieurs occasions. Parce que des projets ont été soumis à débat public alors qu'ils avaient déjà été annoncés, parce qu'on a fait un très gros débat public en 2005 sur les déchets radioactifs, qui avait conclu à l'idée qu'il fallait conserver en parallèle 2 solutions de traitement de ces déchets. Et juste après le débat, une loi a été votée qui n'en a retenu qu'une. Donc les acteurs de ce débat ont dit très bien, en fait, vous voyez, vous n'écoutez rien. Et tous les débats publics qui sont passés juste après sur la question du nucléaire se sont très mal passés, à cause de ça. Si effectivement on ne respecte pas la parole du public, si on ne lui donne pas confiance, il n'y a aucune raison qu'il vienne participer. Oui, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup Chantal Joanneau, merci d'être passée parmi nous. Je rappelle que vous êtes présidente de la Commission nationale du débat public et que vous appelez à un débat public très large sur la question du nucléaire en général. Vendredi, une émission Quartier Direct dans le studio en partenariat avec le Bondi Blog. Le docu du samedi s'intitule In a Silent Way. Le réalisateur sillonne l'Angleterre pour tenter de percer le mystère du groupe Talk Talk, auteur en 1984 du tube planétaire Such a Shame et qui peu à peu s'éclipsa. On regarde vite fait une bande-annonce.
How come you chose the name Talk Talk? Because I always give it a lot of that. Because you people talk a lot. Yeah, I see. yeah, terrible, man. You're Mark Hollis. Questa è la voce leader. We have Paul Webb. Talk Talk had some hits, but used the profits from those hits to do something else. So many fans out there, so many people, these albums have changed their lives. And then I send a letter to Mark, and that's the answer I got from him. Really? Wow. We act on behalf of. So you can't use any of the music? Difficult for you. The whole BAME thing was certainly taking a toll on the band left a scar, certainly on Mark. The journey became more important than the result. And he's weighed the silence now. Un documentaire à voir samedi sur Mediapart. Donc dimanche, le podcast L'Esprit Critique est consacré au spectacle vivant autour de Joseph Confavreux. On y parlera du passé de Julien Gosselin, Jérôme Bel par Jérôme Bel et OVTR de Gaël Bourges. Et pour cette dernière émission avant la pause, n'oubliez pas, nous ne vivons que grâce à vos abonnements. Nos offres du mois de décembre s'affichent dessous. Profitez-en et n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Merci à toute l'équipe technique dans le désordre. Pierre Catan, Alex Huet, Stéphane Pruvot, Jimmy Boffy, Julien de Coignac, Boris Balducci, Justine Mazoyer, Pierre Driot, Romain Dubois et bien sûr Martin Bessin, irremplaçable Martin Bessin. Rendez-vous le 3 janvier dans un studio tout beau tout neuf avec toute la rédaction d'Alerte Libre. Prenez soin de vous.